Le décryptage ce matin d'Eden, auditeur de la 102.3, téléspectateurs de Eden Télévision. Crise au Venezuela, quelles raisons? On va essayer de comprendre aujourd'hui sur ce plateau. Eh bien, les raisons qui expliquent l'instabilité, la confusion qui règne au Venezuela. Le 23 janvier 2019, Juan Guaido, eh bien, s'est autoproclamé président. Eh bien, 35 ans, il promet une période transitoire, un gouvernement de transition et puis des élections libres. Et depuis, ça s'est déplacé légèrement. La communauté internationale se retrouve aujourd'hui divisée, eh bien, avec 19 pays, surtout au niveau de l'Union européenne, qui soutiennent Juan Guaido, les États-Unis également, mais de l'autre côté, la Chine, la Russie, et on parle également de la Turquie aussi, qui continue avec les relations avec le Venezuela de Nicolas Maduro. Comment on peut comprendre la situation au Venezuela et surtout quelles seront les implications au niveau international? Voilà, eh bien, la grande question sur ce plateau de décryptage. Pour faire le débat, j'ai en face, sur ce plateau, à ma droite, Giovanni Kakovi, spécialiste des questions internationales. Giovanni, bonjour. Bonjour, Konaï. Et puis en face de vous, David Morgan Assogba, Métondi, spécialiste des relations internationales. Bonjour. Voilà. Merci à vous, chers invités. On a fait le déplacement Cotonou à Glodibé, ce n'est pas facile. Pas du tout. Alors, on va commencer. Venezuela, que pensez-vous, Giovanni, de la situation actuelle au Venezuela? La situation actuelle au Venezuela ne date pas d'aujourd'hui. C'est depuis le décès d'Hugo Chavez que la crise a commencé petitement. C'est vrai que ces 2-3 dernières années, il y a eu recrudescence de la violence de la part du gouvernement, mais aussi de l'opposition. Alors, c'est une crise à deux niveaux. Déjà au niveau politique, mais également, on peut dire au niveau politique et sécuritaire, mais également au niveau économique. Et beaucoup plus aujourd'hui au niveau économique parce qu'on voit dans la tendance des pays qui soutiennent l'opposant et les raisons qui sous-tendent ces soutiens-là. On entrevoit que c'est pour des intérêts économiques, pour réformer l'économie, pour donner un autre sens, pour faire une bifurcation à l'économie vénézuélienne, qu'il y a cette pression sur Nicolas Maduro afin qu'il quitte le pouvoir. Et donc c'est une crise qui ne date pas d'aujourd'hui, bien évidemment, mais qui de plus en plus est en train de prendre de l'ampleur. Alors, David Morgan Assogba, Métondi, dites-nous, est-ce que la situation actuelle était quand même prévisible avec la situation depuis la cession au pouvoir de Maduro? Est-ce que la situation était prévisible? On ne pourra pas le dire avec précision. Mais lorsque vous observez, disons, l'atmosphère vénézuélienne, déjà depuis Hugo Chavez, vous pouvez remarquer tout de suite une certaine réticence de la communauté dite internationale, parce que c'est toujours un concept à polémique, avec le gouvernement en place, le système politique en place d'Hugo Chavez. Donc les États-Unis et le Venezuela, ce n'est pas une histoire qui date d'aujourd'hui. Et la prévisibilité de cette situation, on peut dire qu'elle vient avec la crise économique. Parce que lorsque vous regardez un peu qu'est-ce qui peut motiver le peuple, une partie du peuple, à soutenir une situation pratiquement anticonstitutionnelle, vous voyez qu'il y a déjà une situation économique qui empêchait une partie certainement du peuple de jouir de cette paix que chaque citoyen veut avoir, de ces opportunités de pouvoir se construire, de pouvoir subvenir à ses besoins, qui a facilité la situation qui prévaut actuellement. Donc, la division de la communauté internationale que vous avez soulignée, lorsque vous mettez la Russie, la Turquie, la Chine d'un côté, vous mettez les États-Unis et une bonne partie de l'Union européenne de l'autre côté, existait déjà. Il faut dire que ces deux semblants de blocs qui ne s'affirment pas en tant que blocs font déjà une certaine bataille sur le plan international, d'où
l'implication et les différentes positions qu'on observe. Donc la prévisibilité existe, mais elle ne serait pas effective si cette crise économique qu'on observe au Venezuela depuis les environs de 2003 n'a pas continué, ne s'est pas aggravé. Qu'est-ce qui, selon vous, ont été les facteurs qui ont favorisé ou qui ont conduit à cette situation économique aussi dramatique au Venezuela? Oui, les facteurs sont pratiquement les mêmes lorsqu'on regarde les pays même de l'Afrique. Il s'agit de la production et de la capacité de consommation. Lorsque vous prenez le Venezuela, dont l'économie vient essentiellement de la devise pétrolière, disons 90% de l'économie est basée sur la devise pétrolière, et ce qui fait environ 50% du budget. Alors, le Venezuela a du pétrole, certes, mais est-ce que les Vénézuéliens ont la capacité de consommation de ce pétrole? La plupart de ce pétrole est exporté. Donc, les devises viennent de l'exportation. Alors, si aujourd'hui le Venezuela décide de ne plus continuer à commercialiser son pétrole avec certaines personnes, certaines institutions, elle, naturellement, va souffrir. Et il faut dire qu'à un certain niveau, lorsque vous regardez la position de la communauté internationale vis-à-vis du leadership, parce que c'est en fonction du leadership que les États décident de commercialiser, de rendre beaucoup plus fructueuses leurs relations internationales. Donc si vous regardez de l'autre côté l'Union européenne, vous regardez les États-Unis, qui, ma foi, consomment suffisamment et ont une méthodologie de diplomatie qui vise à supporter financièrement suffisamment leurs partenaires, vous vous rendez compte que c'est tout à fait logique si ces États n'épousent pas le leadership du Venezuela, que le Venezuela subisse de façon accentuée une crise sociale et économique, dans la mesure où, quand vous regardez le plan international, la crise économique existe déjà. Chaque pays, à son niveau, rencontre des difficultés économiques. Mais si, à part rencontrer des difficultés économiques à l'intérieur de votre État, vous mettez mal à l'aise ces partenaires des relations internationales qui, malgré la situation, arrivent à financer, du moins acheter vos produits, ça crée effectivement une crise économique accentuée. Giovanni Oui, bien sûr. Il a pratiquement brossé tout le contour du sujet. C'est vrai que l'axe États-Unis et les pays de l'Union européenne et même l'axe de la Chine, la Turquie, le Cuba, de la Corée du Nord ne se sont pas affirmés en tant que tels. Et d'ailleurs, sur d'autres sujets, dans d'autres pays, c'est toujours ce genre de bloc qui évolue. Donc aujourd'hui, on a la démocratie version occidentale qui se bat contre, je vais dire, le socialisme, ou la démocratie version de l'Est pour parler de la Russie, le communisme pour parler de la Chine. Et donc c'est une guerre aussi idéologique au-delà de tout, parce que les États-Unis veulent aujourd'hui s'affirmer sur le plan international, ainsi que les pays de l'Union européenne qui se sentent un peu plus ignorés ou éloignés des grands sujets de la scène internationale. Mais d'un autre côté aussi, on voit que le Cuba, malgré les grandes réformes qui ont été opérées dans ce pays-là, il y a toujours les germes du socialisme qui règne. Sinon, le Cuba ne devrait pas soutenir le Venezuela parce qu'il est dans un système où il voudrait même se rapprocher des États-Unis. Mais au-delà de tout, je crois que c'est aussi une guerre idéologique. Au-delà de la guerre des intérêts économiques, c'est aussi une guerre idéologique. Alors aujourd'hui, avec la situation actuelle dans le pays, deux présidents, et puis on annonce également des aides humanitaires qui auraient été bloquées à niveau de la frontière colombienne par l'armée qui est restée loyale, même si aujourd'hui on sent un peu de petite déférence à de nouveaux données. D'abord, que pensez-vous du comportement de l'armée depuis la crise, depuis le C-23? Oui, il y a une crise économique actuellement au Venezuela et des milliers de Vénézuéliens depuis plusieurs mois ont décidé de quitter le pays, s'en vont dans les pays alentours. Et même, ils ont dévalué la monnaie vénézuélienne
Et pour prendre un litre d'essence, c'est véritablement cher, même un pain des milliers de... j'ai oublié le nom de la monnaie. Et donc, si l'armée aujourd'hui est toujours aux côtés de Nicolas Maduro, c'est que ce soit la police ou les éléments les militaires, ils sont très bien payés. Ils assurent, enfin, leur mensualité est bien payée, est régulière. Et donc, le jour ou du moins le moment où l'administration de Nicolas Maduro aura du mal à payer ces gens-là, et donc ils vont faire défection. Parce que la société qui gère même le pétrole vénézuélien, c'est un militaire, un ancien général de l'armée vénézuélienne qui dirige cette société. Donc au-delà de la sphère militaire que détient ces gens-là, il y a aussi la sphère économique. Ils sont nommés à des postes très sensibles de l'économie. Et donc du moment où ils ont toujours leur intérêt en jeu, ils vont toujours accompagner Nicolas Maduro. Parce que ne l'oublions pas, Juan Guaido lui a promis une amnistie dès qu'ils vont rejoindre ses rangs. Alors quel est leur intérêt au-delà de l'amnistie que ce monsieur leur propose? Et donc je trouve que aussi les militaires pensent aussi à leurs intérêts plutôt que à l'intérêt. Ils vont devoir tenir pendant combien de temps encore c'est vrai qu'il y a des soutiens extérieurs, mais au niveau interne, parce ce sera... Avec ce mouvement, surtout la pression internationale, oui, ce sera difficile. Oui, ce sera difficile. À l'interne, je crois que ce sera une très grave crise économique, ou plutôt l'impossibilité ou l'incapacité de Nicolas Maduro à payer ces gens-là qui vont pouvoir le maintenir au pouvoir d'un côté. Et d'autre part, c'est vrai qu'on va nous parler des pourparlers, etc. Mais ces pourparlers, qu'est-ce qu'ils vont donner à la fin? Nous avons vu le cas avec la Syrie. Et donc, le véritable enjeu, c'est à l'interne. C'est à l'interne. Même si les États-Unis frappent de Nicolas Maduro et même l'économie même vénézuélienne de plusieurs sanctions, je crois que s'ils ont la possibilité d'exploiter leur pétrole envers des pays comme la Russie, la Chine, même si ceux-là aussi disposent de ces mannes-là. Et donc, ils vont pouvoir se faire de l'argent, pouvoir également supporter la masse salariale. Ne l'oublions pas aussi, la Chine a promis une aide de plusieurs milliers de dollars au Venezuela. Et donc, ce sera une sorte de fonds de roulement afin de peut-être d'anticiper ou bien de ralentir la chute brutale de Nicolas Maduro. Monsieur Assogba. Oui, sur cette question de la durée, il faut le dire que cela va dépendre des différentes forces. Premièrement, déjà des forces, et ensuite du contexte, disons, psychologique et idéologique des forces aussi internes en présence. Cela va dépendre des forces extérieures dans quel cas. Dans le cas où le bloc qu'on a cité, qui aussi aujourd'hui, quand on prend la Chine, a une santé financière qui n'est pas loin de celle des États-Unis, même si elle est en train de connaître un déclin, si la Chine décide de supporter financièrement, parce qu'il faut être clair, celui qui détient la manne financière peut tenir longtemps. Mais dès qu'il y a un manque de cette manne financière qui va permettre de continuer à fonctionner, alors il faudra nécessairement passer à des concessions qu'on n'aurait pas dû, qu'on ne pourrait pas faire si on avait le soutien. Donc si la Chine, effectivement, injecte de l'argent au président actuel, et que vous avez la Russie, la Turquie, que ces États-là décident de supporter financièrement, pas simplement par des déclarations de position diplomatique, mais financièrement, alors on est prêt à aller, on va assister à quelque chose qui va durer longtemps. Mais si le financier ne suit pas les positions diplomatiques, alors ce serait compréhensible que d'ici là, le gouvernement en place fléchisse les genoux face à Guaido, qui est supporté financièrement clairement déjà. Parce qu'on voit qu'à un certain moment, il y a eu une décision de rapatrier des fonds qui, a priori, devaient être du principe souverain du gouvernement en place. Ça ne devait pas aller à Guaido, si tant est que le président actuel Maduro est toujours le président en exercice et reconnu officiellement par l'État. Mais on voit que ces fonds ont été déjà envoyés à M. Guaido. L'autre chose
à l'interne, il faut parler plutôt de la psychologie. Parce qu'il n'y a pas que l'aspect financier. Si effectivement l'armée avait suivi Guaido, je pense que ce serait déjà chose faite depuis très longtemps. Mais ce serait trop facile de dire simplement, parce qu'on ne sait pas exactement ce qui se passe, ce serait trop facile de dire que c'est la manne financière qui fait en sorte que l'armée est derrière Maduro. C'est un facteur principal. Cela peut-être, c'est discutable. Discutable dans la mesure où ce sont des généraux qui ont naturellement de l'argent. Il faut dire que s'ils ont été aux côtés de Maduro, s'ils ont aussi été aux côtés de Chavez pendant une certaine, vous voyez un peu, ils ont eu le temps quand même de se faire suffisamment d'argent. Maintenant, est-ce qu'on va dire que c'est parce qu'il y a de l'argent de l'autre côté que ces généraux-là qui ont déjà quand même de l'argent, on ne va pas dire qu'ils sont pauvres, et décident de soutenir Maduro? Je me permets de dire qu'il peut y avoir une autre lecture. Une lecture qui veuille que ces gens-là sont beaucoup plus conscients peut-être du fait qu'en étant alignés à Maduro, ils défendent probablement mieux les intérêts de leur peuple ou leurs intérêts à eux-mêmes. Parce que dès que vous permettez aux forces extérieures de prendre un contrôle majeur de votre système de leadership, au fait, ils prennent le contrôle majeur de votre pays. Et les répercussions ne sont pas forcément immédiates, mais ce sont des répercussions qui se font ressentir à longue date, pendant des décennies. Lorsqu'on regarde le cas de la RDC, par exemple, qui regorge de suffisamment de ressources pour développer toute l'Afrique. Mais on vient toujours à se poser la question, mais où est-ce que ces ressources vont? Et on a tendance, parce qu'il y a des thèses qui parlent de leadership, qui parlent de l'intérêt qu'ont ces puissances extérieures à maintenir un climat plus ou moins chaotique afin de continuer à exploiter ces ressources. Donc voilà un peu l'analyse au plan interne qui doit être relativisée quant à ce qui est de la manne financière. Mais il y a toute une question qui dérange un tout petit peu. On voit la communauté internationale, une bonne partie de la communauté internationale soutenir quand même ce qu'on pourrait appeler un jeu anti-inconstitutionnel. Parce qu'on n'arrive pas à comprendre quand même que Juan Guaido, qui s'autoproclame président, et que avec ce que nous connaissons des thèmes juridiques, tout ce qu'on dit, les relations internationales, on parle de légitimité, on parle de pouvoir, on parle de ci, de ça. Voilà que quelqu'un qui n'a pas emprunté la voie reconnue, et qui est soutenu par la communauté. Quel exemple on donne alors? Quel signal? C'est ça justement la question qu'on se pose aussi. Oui, c'est également une question qu'on est en droit de se poser. Parce que bien évidemment, on voit le cas avec la RDC où tout est allé, on va dire, dans le bon sens. Il y a d'autres vérités. Voilà, parfois on dit la vérité de l'autre côté. Bon, de l'autre côté, on prend le mensonge comme la vérité. C'est vrai que c'est paradoxal le fait que Juan Guaido, qui s'est autoproclamé président, soit apprécié, adoubé par la communauté internationale, alors que Nicolás Maduro, qui détient jusqu'à aujourd'hui la légalité, soit vomi par la dite communauté internationale. Précisons, le Juan Guaido a la légitimité aujourd'hui avec le soutien populaire. C'est vrai qu'on n'est pas au Venezuela, on ne peut pas mesurer le taux de popularité des uns et des autres, mais c'est quand même, je trouve que c'est quand même un facteur qui mesure la légitimité, bien qui nous fait dire la légitimité de l'un et la légalité de l'autre. Ce paradoxe plutôt là relève également le fait que la communauté internationale est en train de jouer sur ses intérêts, est en train de vouloir s'accaparer, on peut le dire, des ressources du Venezuela. Même si aujourd'hui, le pétrole que produit le Venezuela n'est pas un pétrole de très bonne qualité que les États-Unis utilisent. Ils sont obligés d'utiliser leur propre pétrole de schiste. Et les États-Unis, en temps, voudraient même racheter, je vais dire, le sous-sol afin de participer au renouvellement de la production pétrolière. Et donc, je trouve que toujours ce sont les intérêts. Parce que Juan Guaido, à la tête du Venezuela, c'est sûr que les intérêts des États-Unis sont assurés dans une certaine mesure. Et à long terme,
ce sera une sorte de base arrière des États-Unis dans la région de l'Amérique du Sud, afin d'anticiper sur les éventuelles crises de ces pays-là qui sont à grande majorité toujours socialistes. Le cas du Nicaragua avec Daniel Ortega, qui a connu également une crise de la sorte l'année dernière, je crois, mais qui a pu s'en sortir. C'est vrai qu'il y a une question de leadership et de la psychologie des populations elles-mêmes, de la crise économique, de la façon dont la crise économique a été gérée. Et donc, ce sont ces facteurs aussi qui permettent aux dirigeants de pouvoir rester au pouvoir ou d'être, en fin de compte, chassés de pouvoir. Est-ce que finalement, ce n'est pas que les grandes puissances s'imposent leur volonté aux autres? Parce qu'on a vu cette communauté, l'Union européenne justement, le cas RDC, à un moment donné, l'Union européenne qui aussi a dénoncé ce qui se passait en RDC, parce que justement, on est en train de changer la vérité des unes et autres. Mais en même temps, on voit cette Union européenne-là qui soutient quand même Juan Guaido, qui s'autoproclame président sur... alors là, ça devient carrément... Oui, votre inquiétude et votre observation est réelle, vous voyez, est pertinente. Parce qu'on voit tous ces pays de l'Union européenne et même des États-Unis sont ceux qui prônent la démocratie à une certaine... au fait, c'est un standard pour eux. Il ne faut pas toucher à la démocratie pour ces pays. Et de l'autre côté, lorsque vous regardez la Chine, la Turquie et la Russie, c'est les États qu'on considère comme qui n'aiment pas, entre griffes, la démocratie. Donc on se demande comment est-ce que ceux qui font la promotion intense de la démocratie s'alignent derrière un président autoproclamé. Je vais rapidement, dans une approche scientifique, analyser cela sur deux volets. Le volet légal, et le volet, disons, sociologique. Lorsque vous prenez le volet légal, en droit international, vous vous référez à la Convention de Vienne sur les relations diplomatiques de 1960, on parlera d'une certaine ingérence, entre griffes, ou tentative d'ingérence de ces États-là dans les affaires domestiques. Effectivement. Tentative d'ingérence dans les affaires domestiques, parce que ces affaires relèvent de l'État du Venezuela. C'est un domaine de souveraineté. Le principe de souveraineté doit être a priori respecté par tous les États. Donc ça, c'est pour la Convention. Maintenant, lorsque vous regardez la Charte des Nations Unies, souvent on parle du responsibility to protect. Une dérive, je ne vais pas appeler cela dérive, une disposition qui permet, lorsque il s'agit des questions humanitaires, lorsqu'il y a un peuple qui est en danger, que la communauté internationale, par le biais des Nations Unies, décide d'aller à la rescousse de ce peuple, même s'il faut utiliser la force. Alors, ici, il ne s'agit pas de la communauté internationale se prononçant comme faisant partie des Nations Unies, mais il s'agit de la communauté internationale se prononçant de façon plus ou moins individuelle, même si on a l'Union européenne de l'autre côté. Et ils utilisent les mêmes idées, question humanitaire. On y va parce que le peuple est menacé. On y va parce que Maduro... Justement, ce que les États-Unis ont mis sur la table, c'est à la première réunion de la communauté, du Conseil de sécurité de l'ONU sur la question. Et lorsqu'on parle maintenant de questions humanitaires, qui apprécie le degré? Il se pose le problème du degré de l'urgence humanitaire. Qu'est-ce qui montre? Est-ce qu'il y a des personnes qui se font tuer? Est-ce qu'il y a des personnes... A priori, le Conseil devra s'asseoir et décider, est-ce qu'on peut parler de crise humanitaire réellement au Venezuela et y aller en force ou utiliser des stratégies pour forcer le Venezuela à accepter Maduro qui est autoproclamé. Juan Guaido, excusez-moi, qui est autoproclamé président. Donc, lorsque vous regardez sur le plan légal, c'est pas correct. C'est vraiment aller contre les principes qu'on établit. Maintenant, sur le plan social, mon confrère l'a souligné tout à l'heure, il y a un déplacement massif des populations qui estiment qu'il y a une crise majeure et qui doivent survivre, qui doivent vivre au quotidien, donc se déplacent dans les pays environnants.
Aucun pays ne peut vivre en autarcie. Et lorsqu'on regarde l'environnement du Venezuela, on sait que les États-Unis se retrouvent dans l'environnement immédiat. Donc, vous voyez déjà la politique du président Trump qui dit moi, je veux construire un mur au Mexique parce que je ne veux pas qu'on vienne nous envahir. Justement, voilà. Il est revenu là-dessus dans son discours. Exactement. Donc, on peut dire, dans cette logique de vouloir juguler le déplacement des populations qui pourraient naturellement, c'est pas qui pourrait, qui va naturellement affecter les pays environnants dans leur fonctionnement quotidien, parce qu'on ne pourra pas fermer les frontières. S'ils veulent quitter le Venezuela, le droit international oblige ces pays-là à les accueillir. Et vous regardez l'Union européenne qui déjà a crié pendant ces derniers mois et ces dernières années immigration. Ils estiment qu'il y a trop d'immigration et qu'ils ne veulent plus qu'il y ait des situations qui amènent les gens, parce qu'ils seront a priori obligés de les accepter. Si vous regardez, vous analysez de cette façon, vous pourrez comprendre que la communauté internationale, la communauté dite internationale se préoccupe et insiste. Mais jusque-là, c'est très mitigé et a priori, si on doit respecter le droit international, il faut écouter le peuple. Mon confrère a parlé du pétrole, effectivement. Je vais plutôt accentuer l'aspect stratégique que représente le Venezuela dans cette zone. Parce que la stratégie, cette zone de l'Amérique latine, voilà, est une zone où les États-Unis n'ont plus réellement de points stratégiques pour se protéger ou pour développer leur politique internationale. Donc ça fait qu'aujourd'hui, les États-Unis recherchent de façon concrète. Le Mexique, ça ne va pas. Cuba, on essaye, mais c'est ça ne marche toujours pas. Et ça ne marche toujours pas, même si on dit, oui, on a fait quelque chose. Et on se dit, ben, si on n'a personne dans cette zone, comment est-ce qu'on pourra continuer notre politique internationale? Donc je me dis, c'est un intérêt important pour les États-Unis, ce qui explique leur démarche. Les grandes puissances écrasent les plus faibles. Est-ce qu'on va dire écrase? mais ça, j'ai étendre les tentacules, l'influence dans le monde. On parlera plutôt de contrôle, essayer à contrôler. Alors, à l'heure actuelle, avec la situation, est-ce que on pourrait déboucher sur une intervention des forces de l'ONU au cas où Maduro restera? Est-ce qu'on peut avoir un schéma pareil? Parce que ça pourrait arriver. Non, on en est encore loin. Enfin, je trouve, c'est vrai que sur les médias sociaux, il y a des fake news qui disent que les troupes américaines étaient stationnées à la frontière vénézuélienne, etc. On en est encore loin. C'est vrai qu'une nuit, le Conseil de sécurité peut se réunir et décider de l'envoi d'une troupe de soldats onusiens au Venezuela. On en est encore loin. Et si vous analysez très bien, vous allez voir que ces 5 dernières années, les Américains n'envoient plus de soldats sur les théâtres de guerre. De plus en plus, ils sont en train de se retirer. C'est vrai qu'ils sont en train de se repositionner dans une certaine région de l'Afrique. Mais dans le monde, sur les théâtres très brûlants, ils hésitent à envoyer les militaires. Même les forces spéciales créées par l'Union européenne, l'OTAN, etc., de moins en moins, ces gens-là sont envoyés sur le terrain pour faire quelque chose. Pour régler la crise vénézuélienne, je ne pense pas que les militaires vont forcément agir sur le terrain. Je pense plutôt que ce sera une pression diplomatique et économique qui va plutôt asphyxier. Vous voyez Maduro finalement accepter, lâcher le pouvoir? Ça va dépendre de deux facteurs. On l'a déjà dit, du facteur externe que constitue le bloc derrière lui, enfin le financement par ce bloc-là pour Maduro, mais également le soutien des militaires. Et donc, dans l'un ou dans l'autre cas, enfin, ce sera conditionné, le déclin de Maduro ou bien la sortie de Maduro sera conditionné par ces deux facteurs-là. Si la Chine n'investit plus, la Russie n'investit plus, si les militaires aussi ne soutiennent plus Maduro, c'est sûr qu'il va se retrouver seul. Et même s'il s'entête, les militaires vont se retourner contre lui. Et donc, il va plutôt compter sur ces deux soutiens-là afin de pouvoir rester au pouvoir. Mais jusqu'à quand cela va durer, c'est certain.
La question? Oui, moi je pense que ce ne serait pas étonnant de voir de voir des forces militaires aller pour dégager entre griffes le président Maduro. Pourquoi je le dis? Effectivement, quand on voit la Chine, la Russie, la Turquie qui se déclarent soutenir Maduro, et on voit cette probabilité d'apport financier, ça promet que ça va durer. Alors quand vous regardez de l'autre côté, on n'est pas dans une dynamique aujourd'hui à faire durer les choses et à financer encore des situations pareilles pendant longtemps. Parce que qu'on le veuille ou non, aujourd'hui, il y a un sentiment de nationalisme, je l'ai déjà dit une fois, et les États, au sein de leur propre, territoire, rencontrent des difficultés financières. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut limiter les dépenses au maximum. Dans cette perspective, ce ne serait pas étonnant, mais cela ne serait pas, je suis certain, ce ne serait pas une force des Nations Unies. Mais ce serait peut-être une de ces puissances qui va dire, bon, on y va au nom de la communauté internationale. Et on va seulement constater que ça a été fait. Et après, il y aura des discussions pour dire oui, c'était pas bien, c'était bien, il fallait ci, il fallait ça. Mais dire que ça va partir du Conseil de sécurité des Nations Unies, parce qu'on a la Chine, parce qu'on a la Russie, qui supportent l'autre camp et qui ne vont certainement pas contribuer à cette décision d'envoyer des forces des Nations Unies sur le terrain pour dégager le président Maduro. Ben, ça n'arrive pas qu'aux pays africains. Alors, une situation du genre, quels sont les enseignements qu'on peut tirer, surtout pour les pays africains, par rapport à cette situation au Venezuela? Les enseignements sont les mêmes. C'est pas la première fois qu'on assiste à cela. Et lorsque vous dites que ça n'arrive pas qu'aux pays africains, je vais simplement vous dire, regardez ce qui se passe en France, ou ce qui s'est passé en France. On aurait cru, comme l'a dit quelqu'un une fois, qu'on était au Togo, lorsqu'on a vu les gilets jaunes cassés. Oui, la question... Mais justement ça, par exemple, vous voyez, la communauté internationale... C'est un paradoxe. C'est un paradoxe. En fait, la question de la gestion est très importante et délicate. Quel que soit l'endroit où vous vous trouvez, que vous soyez américain, que vous soyez chinois, ou que vous soyez français, ou même africain, c'est la gestion. Comment est-ce que vous arrivez à faire en sorte que votre peuple soit, disons, à l'aise avec la situation qui prévaut. C'est ce qui explique qu'il y a eu un malaise profond en France qui a mené les gilets jaunes à réagir. Et c'est la même situation qui se passe actuellement au Venezuela. Qu'est-ce qu'on va en tirer comme leçon en tant qu'Africain? C'est qu'il faut faire en sorte que la gestion de son pays et de sa population soit bien faite. Que le peuple puisse s'identifier du moins à votre façon de gérer. Il y a quelqu'un qui a publié et qui a mis l'accent sur la communication avec le peuple. Il ne faudrait pas que le peuple se sente, disons, mis de côté. C'est-à-dire, on ne sait pas ce qui se passe et les décisions arrivent simplement. Lorsqu'il y a communication avec le peuple, et vous allez voir Maduro, que ce soit le président Maduro, le président Chavez, c'est des personnes qui, du moins, allaient vers le peuple, parlaient au peuple. Chaque fois, à chaque situation de crise, vous les voyez sortir, même quand il n'y a pas de situation de crise. Ce qui fait que ces peuples-là, malgré toutes les difficultés, très souvent s'alignent. Donc ça fait qu'ici en Afrique, on devait inviter nos leaders à communiquer, à impliquer le peuple dans la gestion pour que, quelles que soient les influences externes, parce qu'en général, les leaders se retrouvent dans une situation où l'influence externe prend le pas sur leur objectif interne. Donc, qu'est-ce qu'ils font? Ils font des concessions qui ne vont pas forcément dans le sens du peuple. Et après, le peuple, naturellement, se rébelle ou se révolte. Donc, on pourrait prendre cela comme exemple. Et on pourrait aussi prendre comme exemple qu'il faut qu'on soit diplomatiquement solide. En relations internationales, les États n'ont pas d'amis. Ils sont des intérêts. À chaque fois que l'intérêt d'un État est en jeu et que vous arrivez à concilier vos intérêts et l'intérêt des autres, vous allez dans une coopération qui est fructueuse. Mais lorsque ces intérêts ne s'alignent pas,
ne s'alignent pas avec ceux des autres, vous devez forcément trouver, parce qu'il existe des gens qui, quand même, voient la façon de gérer ou la façon d'évoluer dans le système comme vous. Ce qui explique aujourd'hui le soutien qu'on a de l'autre côté, de la Chine, de la Russie, de la Turquie, et de l'autre côté, le soutien qui n'existe pas. Et on avait posé la question à Mandela une fois sur un des plateaux. Monsieur Mandela, vous avez soutenu, on vous a entendu dire que l'Iran était un partenaire, votre ami. Vous avez aussi dit que Cuba était votre ami, alors que vous êtes, normalement, vous êtes censé supporter la démocratie. On sait que ces pays-là ne soutiennent pas la démocratie. Mandela a répondu sur le plateau, ces gens-là nous ont soutenus dans les moments les plus difficiles. Lorsqu'on n'était même pas président, lorsqu'on se battait pour notre liberté. Je ne vois pas pourquoi aujourd'hui, en tant que président, je vais me prononcer, déclarer ces personnes comme ennemis. Nos ennemis ne sont pas déterminés en fonction de ce que la communauté internationale veut qu'on pense. Mais nos ennemis sont décidés en fonction du partage de notre vision et de nos intérêts. Et je pense que c'est une leçon capitale que nous, en tant que peuple africain, et aussi nos leaders, peuvent tirer de cette situation actuellement au Venezuela. Giovanni, oui, cette même question. Je pense aussi que les États africains doivent revoir leur stratégie diplomatique, renforcer le poids diplomatique dans le monde. C'est vrai que le Rwanda essaie, tant bien que mal, de peser dans la balance, mais il en faut plus que ça. Parce que quand on voit les crises en Afrique, on voit que nos diplomates ne pèsent pas dans la balance quand il s'agit de discuter, de faire. On a vu la crise avec en Côte d'Ivoire. Bien sûr, justement, même le cas Venezuela, on n'a pas entendu un pays africain prendre une position. Voilà, on est à côté de la plaque lorsqu'il y a la crise entre le Qatar et les Émirats arabes unis, ou l'Arabie saoudite, pardon. On a vu que c'est seulement le Sénégal, le Maroc ou quelques 2 ou 3 États africains qui se sont prononcés sur le sujet. Et donc je pense plutôt qu'il faudrait renforcer d'une part la diplomatie africaine ou la diplomatie africaine et d'autre part avoir une bonne gestion. De véritable diplomatie. Voilà, avoir une bonne gestion des crises sociales qui suiviennent. Parce qu'il n'y a pas de pays sans crise. Même les États-Unis, jusqu'à aujourd'hui, connaissent ce genre de crise sociale. Et donc, c'est de la gestion de ces crises sociales-là que vont déboucher une sorte de coup d'État ou de putsch constitutionnel, on va le dire. Et donc, il faudrait que nos chefs d'État soient des leaders, pas des chefs surpuissants, tout-puissants qui décident de la vie et de la mort de quelqu'un. Il faudrait, comme l'a dit Morgan, que nos chefs d'État aillent au contact de leur population, de ceux qui les ont élus. Dans un pays, on a vu qu'un certain chef d'État ne s'est pas du tout déplacé vers les populations, etc. On en voit dans presque tous les pays de l'Afrique. Il faudrait qu'ils revoient leur stratégie de communication et forment leurs agents de police à une gestion professionnelle de ces crises-là. Parce que quand vous voyez la crise des gilets jaunes en France, c'est vrai que les gens dénoncent la force utilisée par les policiers, mais dans une certaine mesure, on voit que ça a été plutôt bien géré. Dans une certaine mesure, si c'était en Afrique, vous voyez très bien ce qui serait passé. Même en RDC, avant la présidentielle, on a vu des dizaines de morts pour une seule marche, un 31 décembre, même dans une église, on est allé tuer des gens. Alors que ça pourrait survenir en France. Mais parce que ces gens, voilà, ils ont été un peu plus professionnels, ils ont su gérer cette crise-là. Et donc, c'est aussi une part de la question sur laquelle les chefs d'État doivent aussi travailler. Merci, Giovanni Kakovi, journaliste et spécialiste des questions internationales. Et puis David Morgan Asogba Mentonji, spécialiste des relations internationales, comprendre la crise au Venezuela, les raisons profondes de cette situation qui semble non seulement diviser le Venezuela, mais également la communauté internationale. Voilà donc la préoccupation, les sujets, les aspects développés au cours de ce débat, le décryptage sur Matin d'Éden, sans oublier l'enseignement à tirer de cette situation. On est des pays africains, c'est le plus important. Il faut renforcer la démocratie sur le continent, mais également
les relations internationales, la diplomatie sur le continent. Il faut savoir communiquer avec le peuple, il ne faut pas délaisser le peuple, il faut s'associer. Il faut faire comprendre au peuple les politiques développées pour qu'en son temps, eh bien, avoir éventuellement le soutien du peuple dans certaines positions. Voilà ce qu'on peut retenir de ce plateau, le décryptage sur Matin d'Eden.